Bonsoir, il est 19h. Merci d'être avec nous sur La Première pour ce rendez-vous de l'information ici en Polynésie. Nous sommes le jeudi 23 juillet. Voici les titres de l'information. La vie a parfois des rebonds capricieux, cruellement injustes. Un jeune trentenaire est aujourd'hui paralysé. En France, la cause, un accident pendant une partie de rugby. Sa famille est dans le désarroi, d'autant que l'aide privée tarde réellement à venir. Cela fait 4 mois que cette affaire inquiète. Le bateau échoué sur le récif d'Aratua. À l'intérieur, 12 tonnes de poissons, 70 tonnes d'appât. Le Conseil des ministres a décidé d'océaniser une partie de la cargaison et de renvoyer le reste à Tahiti. Tout est vraiment complexe. Nous serons en direct avec le maire. Il nous dira l'urgence d'agir et la volonté de la population de voir cette solution vraiment arriver rapidement. C'est la réglementation qui le veut désormais. Les pêcheurs de la presqu'île éperonnent leur savoir pratique avec le cadre théorique. Ils passent le permis bateau. Pas question de sécher. Même les anciens doivent également se jeter à l'eau. Sous le panier, le verdict des points. Et une fois encore, le champion de Polynésie en basket s'appelle Excelsior. Victoire hier soir 86-87 devant l'équipe d'Hawaii. Les temps forts de ce match endiable à la fin de ce journal. Un corps dans la souffrance, un handicap à vie après un accident sportif. C'est l'histoire d'un jeune rugbyman originaire du Fénois, trentenaire. Il vit dans le sud-ouest de la France. Sa paralysie a ému les réseaux sociaux. De l'empathie, de la sympathie bien sûr, mais pas seulement. Une polémique a enflé sur la toile. En question, une caisse de solidarité. Les relations sont désormais compliquées entre le jeune homme et son ancienne équipe. Explication ici avec la famille, avec Thierry Stanfleur et Marcel Bonneau. Selon la mamie de Jean-Paul, c'est Internet et Facebook qui sont à l'origine de toutes les polémiques autour du sort de celui qu'elle appelle Nono. Mais en réalité, il y a quand même de fortes incompréhensions, puisqu'en France, les deux parties ont fait appel à des avocats. Tout commence en janvier dernier par un plaquage tragique au cours d'un match de rugby. Fracture des 5e et 6e cervicales et une compression de la moelle épinière. Le jeune homme de 32 ans est hospitalisé à Bordeaux depuis. Non, non. Ce matin, alors que nous étions en compagnie de sa famille, de Faha, il nous a donné de ses nouvelles par téléphone. Les kinés, ils ont dit que ça va, je vais peut-être pas retrouver la mobilité de mes doigts. D'après les médecins, je vais plus remarcher. Mais bon, après, ça me rend triste. Jean-Paul a-t-il été abandonné par son club et même par ses copains tahitiens de France, comme il nous l'a confié ce matin, ou y a-t-il manipulation de son entourage? Deux versions s'opposent sur fond de cagnotte de près de 2 millions de francs pacifiques. Moi, je m'en fous de l'argent. Ils croient que ma femme va prendre l'argent, elle va partir avec ou elle va gaspiller l'argent. Je suis assez grand pour gérer mon argent et ma femme. Le club de rugby, lui, a plaidé sa bonne foi dans 2 communiqués écrits par l'un de ses dirigeants. Pour certains donateurs, les conditions de leur participation financière étaient assorties d'un contrôle des dépenses. Nous avons fait le choix de bloquer l'argent sur un compte spécialement dédié à Jean-Paul et avons effectué tous les règlements sur les fonds propres du club. L'argent de la cagnotte existe grâce uniquement au travail du club et de ses donateurs, ne l'oublions pas. Une fondation française spécialisée dans l'aide aux rugbymen blessés a déjà versé 1,2 million de francs à Jean-Paul. Et une assurance évaluera le mois prochain la compensation financière du terrible handicap que le jeune Tahitien va subir pour le reste de son existence. Droit de suite dans ce journal avec la justice. Nous avions été les premiers à vous conter l'arrestation hier de 4 malfaiteurs appréhendés après leur intrusion dans des maisons de Punaoya. Ils ont été jugés cet après-midi devant le tribunal de Papeete. Leur casier judiciaire, lourd de plusieurs condamnations, n'a pas plaidé en leur faveur. Les 4 garçons dorment ce soir à la prison. Au palais de justice, compte rendu avec David Chang. Bonsoir Stéphane. Alors déjà, il faut noter que ces 4 prévenus sont déjà bien connus de la justice. Ils ont tous passé entre 5 et 12 ans de leur vie déjà en prison. Certains ont même 4 pages dans leur casier judiciaire. En fait, pour tout vous dire, ils se sont rencontrés en prison puisque les 4 prévenus étaient dans la même cellule à Nuutanya. Alors à la barre, ils ont tous adopté un comportement un petit peu différent. Certains ont essayé de prendre un petit peu de haut les juges. D'autres ont essayé de susciter la pitié des juges en promettant que ça ne se reproduira plus jamais ou bien encore en s'excusant publiquement auprès des victimes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le procureur n'a pas été attendri pour autant puisqu'il a requis entre 2 et 4 ans de prison
prison ferme pour ces 4 prévenus, des réquisitions que le tribunal n'a pas pour autant suivies puisqu'il condamne le cerveau du groupe à 3 ans de prison ferme, ensuite entre 2 et 3 ans de prison avec sursis pour les 3 autres prévenus. Merci David. On va parler d'environnement désormais. Il y a urgence, l'odeur devient de plus en plus forte dans le bateau échoué sur l'île d'Aratua. L'inquiétude grandit. À l'intérieur de ce bâtiment chinois, plus de 80 tonnes de marchandises, de poissons ou bien des appâts. Le gouvernement a ordonné l'océanisation de la cargaison aux frais de l'armateur. Nous écoutons l'avocate de ces derniers. Il s'agit d'Anne-Laurence Michel. Elle est au téléphone. Les armateurs ont toujours accepté, bien évidemment, de procéder au retrait des poissons pour les océaniser en respectant effectivement les instructions du pays. Faire un tri entre le poisson et les matières plastiques, ce tri est évident, il sera fait. Il est hors de question de rejeter quoi que ce soit qui ne soit pas uniquement la matière animale. Que l'on doive rendre compte de ce qui a été fait, c'est normal, on le comprend parfaitement. Qu'on nous donne 30 jours, oui, bien sûr. Le mauvais dossier que l'on connaît, c'est celui de Marutua, me semble-t-il, qui est échoué depuis 2017, où le pays essaye de le retirer depuis maintenant 3 ans et où il n'a pas réussi. Il y a une sévérité certaine des autorités locales. L'armateur chinois se tiendra aussi bien que tout autre armateur connu pour respecter ses obligations de retirement. La vérité du terrain, maintenant, on va aller du côté des Tuamotu où le maire nous attend. Monsieur le maire, on vient d'écouter l'avocate, on connaît la décision du gouvernement. 30 jours, c'est le délai qui est donné pour trouver une solution à ce problème-là. Est-ce que c'est trop long pour vous ? Bonsoir. La décision qui a été prise par le gouvernement, je soutiens cette décision, mais il faudra presser un peu les choses pour que ces déchets soient vite retirés du bateau. Hein. C'est complexe parce qu'à la fois, il y a des produits qui pourraient retrouver la mer et d'autres qui vont être traités dans la filière classique ici à Tahiti. C'est une procédure technique assez complexe tout de même, non ? Tout à fait. C'est très complexe au niveau de la décision du pays. Mais actuellement, les déchets qui s'y trouvent toujours sur le bateau, il y a une odeur nauséabonde qui dégage en ce moment aux alentours de ce bateau-là. Vous êtes venu la semaine dernière à Tahiti, vous avez rencontré des ministres. Est-ce que vous avez trouvé un gouvernement déterminé à vous donner la main et à trouver cette solution que vous attendez ? Tout à fait. Je suis descendu la semaine dernière, j'ai rencontré Fatrehao ainsi le service de la DEPAMA. J'ai exposé un peu le problème qui se trouve actuellement pour le bateau de ce récif-là. Et suite à cela, je crois que le ministre a boosté un peu pour prendre une décision plus rapide qu'aujourd'hui. Hein. Tavana, quel est le sentiment de votre population ? Elle est inquiète, elle est en colère ? Quel est son état d'esprit ? Bien sûr, la population est en colère que le bateau soit toujours sur ce récif-là. Nous, on s'inquiète aussi pour la pollution qui va se faire après. C'est vrai que les récifs ont commencé à blanchir. Vous voyez déjà des traces de pollution. Il y a moins de poissons dans les eaux de votre île ? Il y a 3 semaines de cela, le Marahamou était fort chez nous. On n'a pas pu se rapprocher du récif. Mais vu aérien, on voit des algues noires qui se forment autour du bateau. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites avec la population ? Vous allez continuer à faire pression aux autorités en disant « venez vite à notre secours » En tant que maire, moi je fais la pression aux armateurs aussi pour qu'ils puissent faire leur possible pour que ce bateau soit vite retiré de notre récif. Hein. Est-ce que ce soir, c'est un maire qui a beaucoup d'espérance ou c'est encore un maire inquiet, malgré l'annonce gouvernementale ? Oui, je suis toujours conscient que ce bateau soit retiré le plus vite possible de notre récif. Hein. C'est mon souhait, c'est mon grand souhait que ce bateau soit vite retiré avant la fin d'année. Merci beaucoup Tavana de nous avoir accueillis chez vous pour cette interview. On suivra évidemment l'affaire sur La Première pour savoir ce qu'il advient de ce bateau. Bonne soirée à vous, à bientôt. Merci. Un président qui protège, voici le ton philosophique de l'intervention du président Édouard Fritsch devant l'Assemblée. Le patron du gouvernement a rappelé que le territoire est Covid préparé, avec les batteries de mesures que l'on connaît déjà. Par ailleurs, l'économie est un souci majeur des autorités. Elle est le moteur de la vie quotidienne, on le sait, le socle de la dignité des hommes et des familles. Lié à la santé et l'économie, c'est un axe majeur. Il faut vivre désormais avec la Covid-19.
Un collectif budgétaire a été présenté, 38 milliards, dont un tiers pour l'investissement. Le territoire donc tente de faire face. Autre chiffre donné par le président Fritsch aujourd'hui, il concerne les tests distribués à l'aéroport. 3541 depuis l'ouverture du ciel à l'international. 1521 ont déjà été analysés, 40% donc, et tous sont négatifs. On vous rappelle que le pays a commandé 20 000 tests justement pour faire face à cette réalité du tourisme international nouveau accueilli sur notre territoire. Et puis chez vous, c'est le conseil de chaque soir, la piqûre de rappel. N'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, nous protéger. Il faut se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir unique. Et bien que ce soit parfois difficile, il ne faut plus se donner l'accolade. Évitons donc les bisous. Bref, si on fait tout ça, ça va bien se passer pour ce moment toujours un petit peu difficile pour la vie sociale. Encore un signe de l'espoir économique qui revient à Rangiroa cette fois-ci. Le tourisme gagne de nouvelles couleurs dans l'espérance. L'ouverture de l'hôtel Kiaora en est un signe positif. Il marque le retour d'un quotidien où la lumière à venir sera peut-être d'une normalité comparable à celle d'avant la Covid-19. Nous croisons les doigts et quand on voit ces images-là, on espère vivement que tout redevienne rapidement à la normale. Agriculture maintenant, la loque américaine, aïe 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 pour les apiculteurs. Voici un bourdon dont ils souhaitent se passer parce qu'il y a suspicion d'une éventuelle introduction de cette maladie ici au Fénois. Des mesures de contrôle et de prévention ont été prises, notamment du côté d'Aroué. Nous écoutons deux professionnels interrogés par Gilles Trottou et Marcel Bonneau. Ça m'inquiète, mais ils m'ont bien rassuré que comme c'est pris bien de suite, là, il ne faut pas s'inquiéter. On a des solutions et il faudra qu'on surveille ça de très près. La surveillance de la population, si elle est en baisse, on les prévient, ils viennent faire des prélèvements. Ils viendront faire des prélèvements. Moi, je n'ai qu'une seule ruche, donc ça fait un peu peur. Hein. Quand tu as une seule ruche, c'est à moi et on te dit qu'il y a une maladie qui tourne, qui peut tuer complètement ta ruche. Donc ouais, s'il n'y avait pas le service de l'agriculture, je serais inquiet. Hein. Le seul point négatif, c'est que faut nourrir, il faut attendre les abeilles. Hein, mais mis à part ça, pour l'instant, d'après ce que j'ai demandé, aucune maladie n'a été déclarée. Donc c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Il faut donner à manger, mais c'est ça. Pourvu que ça dure, ça phosphore du côté de la presqu'île. Et pour cause, une obligation est faite, celle de posséder un permis bateau pour aller à la pêche. Alors coopératives, mairies et pays sont main dans la main. Une quarantaine de pêcheurs, déjà finement connaisseurs du lagon, sont sur la brèche. Rencontre avec deux vieux loups de mer dont la sagesse océanique se frotte au cadre théorique. Laurence Pourteau avec Patrick Tinsing. On va jusqu'à la passe. Cela fait longtemps que Liliane Maopi pêche dans le lagon de Teahupo'o. D'abord avec son papa, et puis seule depuis une vingtaine d'années. Les eaux de sa presqu'île, elle les connaît par cœur. Pour autant, elle s'est pliée aux règles et a passé son permis. C'est très important pour la sécurité. Surtout ici, chez nous, à Tayarapo-Ouest, il y a plein de jeunes qui pêchent, qui n'ont pas de permis. Pour éviter les risques, tout ça déjà, sur la mer, tu vois aussi les gendarmes. Ernest Anématé, lui, n'a pas encore passé l'examen. Il a commencé à pêcher ici dans sa toute jeunesse et à 70 ans, il ne s'attendait pas à se retrouver en apprentissage. Mais il en comprend l'obligation. C'est vraiment obligatoire pour avoir un permis de navigation. Parce qu'il y a la loi, il y a aussi la sécurité avec. Hein. C'est mieux pour les pêcheurs. C'est plutôt la sécurité. Ernest espère surtout changer de bateau grâce à son permis et aux aides dont il pourra bénéficier. C'est aussi un des points clés de cette formation, soutenue par la mairie, la coopérative de pêche et les affaires maritimes. Quand tu vas à la mer, il faut toujours prévenir, avoir le minimum de matériel de sécurité. Et le plus important, c'est que ces pêcheurs, comme le papy qui est là, ils viennent savoir que dès que tu auras ton permis, tu peux avoir de l'aide. Par exemple, acheter un moteur avec le bateau. Ça, de l'aide au pays. Ça, c'est une première pour nous. Ils peuvent apprendre les balisages parce qu'il y a certains qui ne savent pas qui a le droit de passer, le droit les balisages aussi, en même temps les règles de passage comme sur la route, quoi. Voilà. Et après, à la sécurité. La sécurité, oui, les subventions, la réglementation, mais aussi une prochaine échéance. En effet, beaucoup de la cinquantaine de pêcheurs qui ont passé leur permis depuis avril ici à Teahupo'o espèrent bien faire partie en 2024 de l'organisation des Jeux Olympiques. Dans 4 ans, donc, on continue avec le sport désormais, un sport exigeant, le triathlon.
nage, vélo et course à pied. Il en faut des poumons et de la volonté pour affronter pareille discipline. Mais en Polynésie, on le sait, il ne manque pas de courageux, âmes vaillantes et dures à l'effort, à Bora Bora. Des jeunes actuellement en stage de sélection pour rêver dans le futur à de belles médailles, notamment pour les Jeux du Pacifique 2027. Une brochette de réactions à écouter tout de suite. La course à pied, ça va. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du triathlon? C'est pas trop moi, c'est un peu mes parents, mais aussi j'ai voulu faire parce que c'est trois sports quand même un peu simples et j'aime bien. Durant une semaine, le matin on a fait footing à jeun ou des fois du yoga. Après on a fait 2 heures ou 3 heures d'entraînement et l'après-midi aussi on s'entraîne 2 heures. Après, j'aime beaucoup la natation et le vélo. La course à pied pour moi c'est un peu dur. Moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait 3 disciplines dans une, le fait qu'il y ait à la fois la natation, le vélo et la course à pied. Moi, je viens du domaine de la course à pied et du coup, ça me fait du bien. Je suis plutôt vélo, je fais ça depuis longtemps. Mais voilà, course à pied aussi, il faut surtout pas hésiter. On est très contents qu'ils se soient un peu initiés et intégrés à nos jeunes. Donc même encore ce soir sur la séance d'aquathlon, natation course à pied. Donc ça a été l'occasion de venir sur Bora. Suite également à l'après-confinement pendant ces quelques mois. Un sport qui fait rêver les sédentaires. Ce sont des cracks, les joueurs d'Excelsior, malgré la redoutable opposition des garçons d'Aoreille. Le titre de champion de Polynésie leur revient, c'est en basket. Victoire 96-87, dessinée surtout dans le 3e quart-temps. Champion d'émission termine de belle manière. Ce championnat est couronné, comme vous le savez, par la Covid-19. Sur le panier, notre grand reporter, Marouki Duri. Excelsior reste champion de Polynésie, mais la bataille a été âpre face à Aoreille. Après la Coupe de Tahiti qui lui a échappé juste avant la crise du coronavirus, le champion en titre n'a pas fait de cadeau à son adversaire. Mis à mal certes, mais pas impressionné par le défi physique. Mais c'est bel et bien dans le jeu qu'Excelsior a dominé ce match, malgré une première mi-temps très équilibrée. Pari gagné pour la fédération qui offre du spectacle après une période particulière. C'est un championnat qui s'est arrêté au mois de mars et qui a repris au mois de juin. Il faut dire que c'est un championnat Covid, quoi. C'est pas le championnat escompté comme on devait le faire. Mais cela n'a rien ôté au spectacle. Sur les 10 dernières années, Aoreille et Excelsior ont disputé 8 finales. Autant vous dire que la rivalité n'est plus à présenter. Les deux équipes se sont renouvelées depuis avec de jeunes joueurs accompagnés des plus expérimentés qui ont repris goût à marquer des paniers. Mesure exceptionnelle pour situation exceptionnelle. On est juste content, enfin moi pour ma part, je suis content de rejouer au basket tout court, plutôt que d'être confiné chez moi dans mon appart tout seul. Donc voilà, on est juste content et en plus on a pris du plaisir sur le terrain, il y avait un beau combat en finale et c'était cool quoi. Les gens comme tu l'avais vu, les 4 matchs, il y avait du monde. Les gens ils ont aimé, j'espère, donc tant mieux. Bon, tiens, si tu veux, on vient pas en aide. On fait des changements, on baisse pas la cadence. Dans le 3e quart-temps, Excelsior fait la différence en enchaînant panier à 3 points et pénétration. La défense se resserre et le club de la mission gère parfaitement le carton décisif. À la fin, ils ont mis les paniers qu'il fallait et je pense qu'on manque un peu d'expérience dans notre équipe, mais il n'y a que du bonheur. Hein. À la fin, on a pu voir qu'on s'est quand même amusé et félicitations encore à Excelsior. La fin du championnat étant officialisée, place au basketball 3 contre 3 avec un rendez-vous le 8 août prochain, place Vaiete. Nous y serons, d'autant que l'ambiance promet d'être belle comme hier soir à la Fatawa. Allez, c'est la conclusion de ce journal. On va vous rappeler l'information principale de ce rendez-vous du 23 juillet. En l'occurrence, le témoignage poignant d'une famille du Fénois. Leur fils et petit-fils a été victime d'un grave accident de sport en France. Il est aujourd'hui paralysé. Une vie chamboulée, un combat pour une juste indemnisation. Un reportage à revoir sur notre site internet Polynésie, la première. Tradition également pour terminer nos journaux, le travail des confrères de la presse écrite. Pour la dépêche, on va s'intéresser à l'appli TikTok, qui paraît-il rend toquer les jeunes du Fénois, mais du monde entier également. Et pour les collègues de Tahiti Info, plongés dans la filière masque, mais le masque qui concerne cette fois-ci la Covid-19, le masque que l'on trouve notamment dans les réseaux des pharmacies. Merci de la fidélité qui est la vôtre. À la première, demain matin, 6h, c'est l'information radio avec Axel Mézinel. Demain soir, 19h, on retrouvera le sourire de notre amie Brigitte Olivier. 12 soirées sur la première. À bientôt. Merci.
Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.